Enfin, j'ai vu. Au cas où, je sais pas si vous restez là, mais comme il manque du monde, Manu proposait de descendre. Bah, c'est pour la caméra. Ah oui, ouais. Bon, après, tu connais aussi le mec. Au cas où, ça marche. Ouais, descendre. Ouais, après, ça je suis hyper les trucs. Ah oui, pour filmer ça, c'est toujours ça. Ouais, plein de trucs. Par contre, ouais, comme ça on verra bien. Cassé, c'est pas cassé où il y a des
Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour cette deuxième conférence immersive qui sont organisées en partenariat entre Territoire de Sciences et le CNRS. Je m'appelle Emmanuel Lenné, je suis chargé de projet à Territoire de Sciences et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marie Sauget, qui est chargée de projet communication scientifique et technique au CNRS, à la délégation Alpes du CNRS. Et peut-être que Marie, tu vas nous dire quelques mots sur ce que sont ces conférences immersives. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors les conférences immersives, c'est donc un événement qui s'inscrit dans un événement plus global, pardon, qui sont les échappées inattendues du CNRS, on va y arriver. Donc c'est des événements qui ont lieu sur tout le territoire dans les différentes délégations du CNRS. Et les conférences immersives, c'est un temps de rencontre avec des scientifiques où l'image se donne la part belle et vous êtes plongé dans la science avec donc, le scientifique qui va vous raconter, venir vous inviter à découvrir sa recherche. Je profite d'avoir le micro pour remercier donc, déjà Cosmocité pour nous accueillir dans cette salle, pour remercier également pour leur travail de création que vous allez découvrir ce soir. Perrine Brunel et Kevin Sestel, donc, qui ont fait toute la partie graphique et musicale que vous allez voir. Également Ludovic Le Gordier qui a accompagné Adolfo Gauchin, notre chercheur du soir, pour l'accompagnement à la prise de parole. Donc il en a fait une bête de scène, vous allez voir, c'est incroyable. Voilà. Et avant de terminer, de laisser donc la place à Adolfo, je vous demanderai juste de mettre votre portable en silencieux et de ne pas l'utiliser pendant la conférence, afin de laisser la part belle à l'immersion. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous disais tout à l'heure pour la partie questions-réponses. De tout temps, les phénomènes électriques fascinent. Apprivoisé, le courant électrique est aujourd'hui compris comme la circulation d'électrons à travers un matériau, les mêmes qui échauffent le filament d'une ampoule. Certains matériaux facilitent cette circulation, ils sont dits conducteurs. D'autres, à l'inverse, s'y opposent ou la rendent difficile. Ce sont les isolants. Mais dans les années 80, on a repéré les premiers signes de matériaux qui, dans certaines conditions, peuvent être à la fois isolants et conducteurs. Intrigués, les chercheurs et chercheuses expérimentent et se tournent vers les mathématiques pour repousser les limites de la compréhension. Adolfo Gauchin, chercheur CNRS à l'Institut Néel de Grenoble, utilise les mathématiques pour étudier les comportements exotiques dans ces matériaux. Découvrez aujourd'hui à travers une expérience immersive inédite en quoi consiste le travail d'un théoricien de la matière. Vous m'entendez bien? Non, très bien. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Adolfo Gauchin. Je me présente. Je suis un chercheur CNRS à l'Institut Néel à Grenoble. Mais en fait, je suis vraiment un sociologiste des électrons. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est la façon la plus facile que j'ai trouvé d'expliquer ça que j'ai fait à mes amis. Parce que mes amis, ils me demandent toujours mais qu'est-ce que tu fais pendant la journée? Parce que tu es un physicien, ok, mais tu dis que tu es un théoricien. Du coup, tu ne fais pas des expériences, tu n'as pas de manip, tu n'as pas de trucs à faire. Du coup, qu'est-ce que tu fais pendant la journée? J'ai fait un peu ça, je faisais la mathématique. Mais la mathématique, pourquoi? On étudie en fait les comportements collectifs des électrons. On dit qu'on essaie de comprendre les propriétés quantiques des matériaux. Et en fait, aujourd'hui, je vous invite à devenir chercheur et chercheuse, théoricien de la matière, théoricienne, pour
trouvé un comportement un peu bizarre, un peu exotique des matériaux. Et en fait, on va penser à quelque chose qui peut arriver pendant la journée d'un théoricien. Il y a quelqu'un, vous êtes dans votre bureau et il y a quelqu'un qui frappe la porte. Et c'est votre collègue Klaus qui dit en fait, Adolfo, je suis très intéressé à la conduction des matériaux très très fins, des métals, des conducteurs très très fins. Et ça m'intéresse de voir qu'est-ce que ça se passe avec quand j'ai un champ magnétique très intense. Et en fait, ça qu'on voit, on connaît l'électricité, non? Vous avez entendu parler de l'électricité, ça veut dire il faut passer des électrons. Les électrons sont particules chargées qui vivent autour des atomes. Il faut passer les électrons d'un côté à l'autre. Et quand il y a un champ magnétique, en fait, les électrons sans ce champ magnétique, ils font des trajectoires moins droites. Ils vont faire des tours autour du champ magnétique parce qu'ils sont chargés. Et en fait, ça que raconte Klaus, c'est en fait, je trouve que la résistance augmente parce que je n'arrive pas à passer les électrons si facilement comme avant. Du coup, il te dessine ça sur ton tableau, un schéma de son manip, très simple. Et il te dessine cette genre de choses, la résistance et les champs magnétiques. Et il te dit, bon, il augmente quand j'ai un aimant à côté. Et bon, vous êtes théoricien, vous savez bien, parce que vous êtes très très bon, et vous savez qu'en fait, ça c'est un effet connu depuis longtemps, ça s'appelle l'effet Hall. C'était découvert au 19e siècle en fait, pour Hall, aux États-Unis. Et Klaus, on connaît ça, c'est pas très intéressant. Et Klaus, il est très intelligent quand même. Du coup, il dit ça. Mais attends, Adolfo, j'ai fait la même expérience, mais dans une certaine condition un peu plus spécifique. Je vais faire la même expérience, mais dans un milieu très très froid. Du coup, il faut imaginer cette expérience est faite à une température, vous sentez le froid, une température que c'est à peu près la température qu'il y a dans l'espace. Du coup, 270 degrés et moins 270 degrés. Et il trouve une chose très 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 particulière. Ça c'est mon ami Klaus, en fait, Klaus von Klitzing. Et là, on a voyagé dans le temps, bien sûr. Et en fait, il a eu le prix Nobel pour cette découverte qu'on va voir. En fait, ça qu'on voit ici, c'est la même courbe qu'avant, c'est la résistance et les champs magnétiques. Et on voit que la résistance augmente parce qu'on voit cette genre de courbe des électrons. Mais ça qu'il a trouvé, c'est qu'il y a des plateaux sur cette courbe. Plateaux très très reproductibles, en fait. Il les trouve dans beaucoup de matériaux. Et c'est pas que ça. En fait, il aussi trouve qu'ils sont dans des endroits très très particuliers. C'est pas des plateaux aléatoires. Ils apparaissent toujours dans les mêmes résistances. On mesure la résistance en ohms, ça c'est kilo-ohms, du coup 2000 ohms, 4000 ohms, tout ça. Et en fait, il a trouvé que les plateaux, ils se situent toujours dans des fractions exactes, dans certaines quantités qu'on appelle aujourd'hui la constante de von Klitzing, c'est à peu près 26 000 ohms. Et il a trouvé qu'il peut prédire, il peut dire où les plateaux sont, et très exactement, en fait, on les trouve toujours dans des fractions en tiers, en quart, de cette constante qu'on écrit un peu bizarrement parce qu'on est théoricien, il faut écrire des équations, mais quand même,
Mais je vous explique, c'est facile. H, c'est une constante qui apparaît toujours dans la mécanique quantique, ça s'appelle la constante de Planck. Et E, c'est la charge électrique des électrons. Mais ça, c'est pas important. Le truc important, c'est que c'est toujours 26 000 ohms divisé par 3, divisé par 4, divisé par 6. Toujours, on voit le même plateau. Et en fait, Klaus a trouvé ça sur beaucoup de matériaux. Et maintenant, vous êtes théoricien. Du coup, il vous demande une explication. Et c'est ça qu'il faut faire pendant la journée, ou pendant des mois, ou pendant des années. Et il a même trouvé un nom pour cet effet. C'est l'effet quantique. Quantique parce qu'il y a la constante de Planck, et toujours quand on voit la constante de Planck, on dit quantique. C'est tout ça. Vous me pouvez demander après pourquoi, mais c'est comme ça. Et du coup, il faut commencer à penser, ok, d'accord, on a des matériaux, on a des atomes, on a des électrons, mais qu'est-ce que c'est vraiment les éléments qu'il faut utiliser pour créer une théorie de ce phénomène. C'est ça que fait un théoricien de la matière. Et en fait, on va comprendre tous ces éléments, on va découvrir ces éléments ensemble. Et la première chose qu'il faut, il faut penser, c'est qu'en fait, les électrons ne sont pas seuls dans les matériaux. Il y a beaucoup d'électrons. En fait, il y a tellement, le nombre c'est tellement grand qu'on ne peut pas exactement dire qu'est-ce que les électrons font exactement. Cet électron, il faut ça. Ça, c'est complètement impossible. En fait, pour donner un peu un ordre de grandeur, il y a, si vous prenez un grain de sable, il y a plus d'atomes dans ce grain de sable que grains de sable dans la Terre. Et il faut faire une théorie pour ça. Du coup, je vous laisse. On va faire cette théorie. Du coup, il faut penser qu'il y a des phénomènes, c'est un peu comme la vie humaine. Il y a des phénomènes collectifs, des électrons qui voyagent sur cet atome. Et en fait, il fait des phénomènes synchronisés. Et c'est ça qui donne un peu l'explication, on va voir, de l'effet quantique. Du coup, on va voir des exemples que j'espère on peut utiliser pour comprendre ça, que c'est un phénomène collectif. C'est des phénomènes collectifs, qu'on trouve quand on fait des choses ensemble. Par exemple, on a vu la première chose, c'est l'aola. Vous connaissez bien, dans les parties, là, les matchs de... Oh, vous pouvez faire l'aola si vous voulez. C'est un phénomène collectif, mais il faut se synchroniser. Mais en fait, si vous pensez en aula, c'est très difficile à dire, ok, d'accord, Jean-Franck va lever la main
Et dans ce moment-là, et après Virginie, il va lever la main, et dans ce moment-là, c'est très, très difficile. Mais c'est facile à dire, il y a une vague, et c'est probable. Et on la voit bouger, on peut dire il y a une vitesse. Donc on peut dire ça. Pour faire une théorie pour la vague. C'est ça qu'il faut garder en tête. Il y a des phénomènes collectifs qui apparaissent parce qu'il y a des bonheurs et pas grand chose qui passe dans les matchs et du coup les gens s'amusent pour faire ça. Et le deuxième exemple qu'on a vu, c'est un applause. C'est facile. C'est un applause. Peut-être vous avez déjà vécu cette situation où il y a un applause qui dure un peu trop. Et en fait, au début, c'est un peu aléatoire. Chacun fait sa chose. Mais après, ça devient un peu synchronisé. Ça devient beaucoup dans les concerts, en fait. Et en fait, ça c'est un exemple des interactions entre personnes. Et les électrons interagissent aussi. Et en fait, il faut prendre en compte les interactions entre les électrons. Et le troisième exemple qu'on a vu, c'était un peu plus difficile peut-être à comprendre pourquoi on montre ça, mais c'est important. Si vous êtes un rockstar, pour sortir de la salle, vous pouvez sortir de deux façons. Façon comme un rockstar et une façon un peu moins drôle. La moins drôle, c'est de traverser le public un peu, c'est difficile, c'est pas efficace. Mais en fait, vous pouvez aussi faire un slam, vous plongez sur la tête de vos fans et ils vous amènent comme ça. Et c'est très rapide, très facile, wow, en théorie. mais c'est ça aussi on peut garder en tête, il y a des schémas qui sont plus efficaces et dans les mêmes endroits, dans les mêmes conditions, il y a des schémas qui sont plus efficaces que les autres. Et comme ça, on peut commencer à penser des théories, des phénomènes émergents. Mais pour vraiment voir les phénomènes émergents, les théoriciens, ils ont besoin de leurs amis expérimentateurs, qui ont inventé un outil très, très incroyable, je trouve. On peut l'utiliser pour voir des atomes un par un et les électrons. C'est ça on va voir ça maintenant. Cette animation a comme but de montrer comment fonctionne un microscope d'effet tunnel. C'est quoi un microscope d'effet tunnel? En fait, il faut s'imaginer une pointe très très fine sur votre matériau. Et la pointe, c'est vraiment fin. Ça termine dans un seul atome. Les physiciens ils peuvent faire cette pointe. Et quand on la place au-dessus des matériaux, on peut tester les électrons qui sont là, par exemple. On peut essayer de passer un courant, un petit courant. Et s'il y a des atomes, il y a des électrons, on peut passer ce courant. Et comme ça, on peut faire une image. On a vu les traces au début. On fait des traces et on voit les atomes et les électrons comme vagues. Les électrons, ils sont sur les atomes. Et en fait, je vais vous montrer une image réelle, parce que ce n'est pas la science-fiction. Par exemple, vous voyez deux images. Ça, c'est le cuivre. Ça, c'est les atomes de cuivre qu'on peut voir un par un utilisant cette technique. Et ça, vous voyez des vagues. Ça, c'est les électrons du cuivre. Ça, c'est les électrons qu'on utilise pour passer la courant du cuivre. En fait, il faut se rappeler que les particules dans les échelles les plus petites, ils ne sont pas vraiment des boules qui bougent. Ils sont un peu un mélange entre nombres et on ne peut pas dire exactement où est les électrons, où est
un électron il est là, en fait ils font des formes, un peu comme des vagues, et on peut voir ça avec cet outil qu'on appelle les microscopes d'effet tunnel. Et comme ça, on peut voir que le cuivre est un conducteur, parce qu'il y a des électrons qui font des vagues et qu'on peut bouger. Et maintenant, on peut commencer à distinguer entre les conducteurs et les isolants. On va faire des expériences théoriques. C'est ça les seules expériences que j'ai faites. Et on prend une couche très fine, comme notre ami Klaus, et on fait la même expérience. On essaie de passer le courant d'un côté à l'autre. Et dans les cuivres, c'est facile, en fait. Il a cette vague que je viens de vous montrer, qu'on peut passer d'un côté à l'autre. Mais en fait, dans la réalité, les cuivres n'est pas parfait, comme les humains. Ils ne sont pas parfaits, et les cuivres n'est pas parfait non plus. Du coup, parfois, il s'arrive qu'il y a des imperfections, et en fait, ça empêche un peu la conduction du matériel. Et quand on essaye de faire des technologies de plus en plus petites, ça empêche aussi de faire des câbles plus efficaces. En fait, ça chauffe, vous savez bien que vous passez un courant, et en fait, ça chauffe les câbles. Et en fait, c'est en pureté les collisions des électrons, hein, contre les imperfections des matériaux qui causent ce chauffement. Et ça devient de plus en plus important quand on fait les choses de plus en plus petites. Et ça, il faut garder en tête que ça, c'est un problème qu'on veut solutionner, ou trouver une solution. Ok, d'accord, maintenant on connaît comme les conducteurs bougent les électrons d'un côté à l'autre. Maintenant, on va voir un autre type de matériau, qui c'est un isolant. En fait, les plus beaux isolants, c'est les diamants. Et dans les diamants, les électrons ils sont piégés. Ils ne peuvent pas bouger. Et il faut s'imaginer un peu comme que les électrons ils sont en probabilité, vous avez une probabilité très haute de les trouver autour des atomes toujours. Ils ne sont pas vraiment des vagues qui se déplacent, ils sont toujours piégés dans les atomes. Mais en fait, ça qui peut passer, c'est un peu comme les éclairs dans les orages. Vous avez les éclairs, vous avez des tensions qui s'accumulent entre les nuages et la Terre. Et quand il y a une énergie suffisante, il y a un éclair. Et en fait, les isolants, comme l'air, on peut les faire conducteurs si on a la puissance suffisante. Mais pour passer la courant dans une pierre de diamant, en fait, il faut avoir 1000 fois plus que l'énergie d'un éclair. Du coup, vous pouvez être tranquille avec votre bijou. Mais est-ce qu'il y a des choses en plus? On connaît toujours les isolants et les conducteurs, mais est-ce qu'il y a des choses entre les deux? Et c'est ça qu'on vient de découvrir comme une communauté scientifique, en fait. Des exemples des conducteurs et des isolants, des matériaux qui sont conducteurs et isolants à la fois. Et pour comprendre ça un peu mieux, on va utiliser un exemple, qui c'est le graphène. Le graphène, c'est un matériau que on a découvert ces matériaux il y a 20 ans, en fait. Et c'est un matériau très incroyable parce que c'est les matériaux les plus fins qu'on connaît. C'était qu'une seule couche des atomes. C'est le plus fin que vous pouvez avoir comme matériau. Et les atomes, ils s'organisent dans ce réseau des nids d'abeilles. Et en fait, il est un des meilleurs conducteurs qu'on connaît.
les électrons traversent les graphènes en vitesse de peut-être 100 fois moins que la vitesse de la lumière, que c'est la vitesse de la lumière, vous savez que c'est pas mal. C'est vraiment rapide comme conducteur. C'est vraiment pur. Il n'y a pas trop d'impuretés en fait. Et on va faire la même expérience que notre ami Klaus, Concluting, mais sur les graphènes, et on va voir qu'est-ce qui se passe avec les électrons sur cette matière. Quand on situe les graphènes sur un champ magnétique intense, de la température, on voit apparaître des choses très particulières. En fait, on voit que les électrons ils font des tours, des cercles, des orbites autour des champs magnétiques, mais il y a des électrons qui traversent les bords comme une espèce d'autoroute des électrons. Pour s'imaginer ça, pourquoi ça se passe, je vais faire la démonstration expérimentale. Du coup, les électrons, celui dans l'intérieur, ils font des tours comme ça. Du coup, ils sont piégés. Ça, c'est un isolant. C'est un isolant à l'intérieur. Imaginez que vous avez un électron sur les bords. Il commence à faire les tours, les bords. Mais en fait, les tours, ils sont toujours dans le même sens. Du coup, il fait un autre tour. Et un autre tour. Et un autre tour. Et un autre tour. Bah, comme ça. Un autre tour. Et trouve une impureté. Vous avez fait la impureté. Et c'est pas grave. Traverse l'impureté. Comme rien. Et toujours pop, 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 pop. Du coup, c'est vraiment une autoroute d'électrons. Il faut que je fasse le deuxième tour. C'est bon, ok. Du coup, les électrons, ils s'organisent dans cette espèce d'autoroute dans les bords. Et c'est un mouvement des électrons, du coup, c'est un conducteur. Du coup, les graphènes, avec un champ magnétique et aussi des autres matériaux, comme les matériaux de Concluting, ont des électrons qui font des tours à l'intérieur, du coup, isolants à l'intérieur et conducteurs dans les bords. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont à la fois conducteurs et isolants. Le terme technique, c'est isolant topologique. Topologique, c'est un peu mystérieux, parce que c'est une branche de la mathématique qui étudie des différences fortes entre les objets mathématiques. C'est clair? Non, c'est pas clair. Mais par exemple, si vous avez une sphère, vous avez un donut, la différence pour un topologiste, c'est qu'il y a 0 trou et l'autre, il a un trou. Ça, c'est la topologie. Et en fait, c'est pas facile de changer il faut changer un par un les trous dans cet objet mathématique. Et en fait, ça qu'on trouve, c'est que cette autoroute des électrons, il change un par un, soit deux par deux, parfois. Et ça dessine la courbe des FEO qu'on a vu avant. On va voir tout de suite. En fait, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, la résistance augmente quand on augmente les champs magnétiques, parce que de plus en plus, les électrons ils sont piégés dans les centres. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, il y a plein des autoroutes qui bougent partout, par les bords. Et on commence à piéger, quand on a suffisamment d'intensité des champs magnétiques, on commence à piéger cette autoroute un par un. Et ça devient cette sorte qu'on voit ici. Ça, c'est l'effet quantique. C'est quantique parce que ce sont des électrons qui font un peu des interactions entre eux et ça devient cette courbe. Mais ça qui c'est intéressant, ça c'était les découvertes de Concluting, mais ça qu'on essaie maintenant, aujourd'hui, c'est de comprendre comment on peut trouver des effets similaires ou les mêmes effets sans champ magnétique.
parce que c'est pas très pratique. Je vous avais dit que cette autoroute, ils sont très très intéressants parce qu'ils conduisent l'électricité sans sentir les impurités. Mais en fait, ça qu'on a trouvé, c'est qu'on peut faire la même chose sans les champs magnétiques, avec la lumière polarisée. Vous avez sûrement acheté, entendu parler des lunettes de soleil polarisées. Ça veut dire qu'il laisse passer une polarisation particulière de la lumière. La polarisation, c'est vraiment comme une flèche. C'est la flèche des champs électriques de la lumière. La lumière oscille. Et les lunettes, ils laissent passer quelques polarisations. Mais en fait, on sait comment faire cette flèche faire un tour. Ça, c'est la lumière circulairement polarisée. Et les électrons peuvent sentir cette flèche et on peut faire le même schéma avec la lumière. Ça, c'est déjà c'est une découverte il y a 10 ans qu'on peut voir des choses comme ça. Et ça nous permet d'aller plus loin et voir des comportements, ça, comme les féoles, mais dans d'autres propriétés. Par exemple, on a trouvé que certains matériaux, c'est vraiment ici dans l'Institut, dans mon groupe, on a trouvé qu'il y a certains matériaux qui, dans certaines conditions, il y a la réflectance, vous illuminez avec la lumière, et vous voyez combien de lumière il reste. Et vous changez la fréquence de cette flèche de la lumière. Et ce qu'on trouve, c'est que aussi dans cette propriété physique, il y a des plateaux avec une nouvelle échelle, c'est EQ sur H². Et comme ça, on trouve des comportements de plus en plus complexes, mais très universels. Et c'est pour ça qu'on utilise la topologie, parce que la topologie, ça nous permet de décrire ce comportement universel qui ne dépend pas des détails du matériau, en fait, des impuretés. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est intéressant d'un point de vue conceptuel pour nous, comme pour vous, comme physiciens et physiciennes théoriques. Mais aussi pour nous, pour voir combien de comportements collectifs on peut trouver et dans quelles conditions. Et en fait, cet effort de la communauté, on a trouvé que 50% des matériaux cristallins, ça veut dire où les atomes ils sont ordonnés, deviennent isolants topologiques. Ils ont des autoroutes dedans. Et ici, on a l'exemple des bismuths. Ça, c'est une vraie image de bismuth, en fait, que j'ai ici un petit morceau de bismuth pour après, si vous voulez. Et dans ce morceau de bismuth, ça c'est un peu les zooms, il y a des autoroutes, et on peut voir avec ce microscope d'effet tunnel, pour les placer sur le bismuth, de voir des autoroutes sur les arêtes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que dans les bismuths, on n'a pas besoin des champs magnétiques, on n'a pas besoin de la lumière. Les électrons font ça un peu automatiquement. Et ça, c'est incroyable parce qu'on commence à découvrir des matériaux qui ont cette propriété spontanément. Et c'est ça qu'on est en train de comprendre mathématiquement pour trouver plus et pour aussi les utiliser pour la technologie future. On est bon? Du coup, vous êtes expert, vous pouvez faire votre découverte demain. J'espère que vous avez passé un bon moment et vous avez compris que la physique des matériaux et la physique quantique, c'est une physique de sociologie. C'est une physique de beaucoup de particules qui font des comportements inattendus. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et c'est ça la beauté des matériaux. Merci.
Rodolfo. Du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Et je vous demanderai de parler dans le micro, comme ça tout le monde pourra profiter de la question et de la réponse. Donc n'hésitez pas à lever la main s'il y a des questions. Là. Moi j'avais une question en fait, par rapport au graphique qu'on voit qui fait les plateaux. Vous disiez que d'utiliser le champ magnétique, c'était les allumer un par un. J'ai pas compris vraiment ce que vous entendez par un par un, c'est-à-dire par électron ou par nombre d'autoroutes. Nombre d'autoroutes, oui, merci pour la question. En fait, c'est ce nombre, je l'ai pas dit, ce nombre, c'est le nombre d'autoroutes en fait. Et ça diminue quand on augmente les champs magnétiques. La raison, c'est que pour piéger tous les électrons, ils sont en mouvement. Du coup, ils sont très difficiles à piéger, très difficiles à arrêter. Et pour les arrêter, il faut les arrêter tous en même temps. Et c'est pour ça qu'on trouve cette plateau, parce qu'on arrête entre deux autoroutes d'électrons à la fois, par exemple. C'est la différence entre ces chiffres. Merci pour la présentation. Moi j'ai une question, parce que du coup, dans la manière dont vous amenez les choses, on ne fait jamais vraiment la différence entre les atomes, les types d'atomes eux-mêmes. Et moi je ne connaissais pas les isolants topologiques, je travaille avec des semi-conducteurs, et du coup je me pose un peu la question de la différence entre les deux, parce que parfois j'avais l'impression que, de loin ça ressemblait. Oh oui, il a tout à fait des liens. En fait, il a des semi-conducteurs. Il y a des semi-conducteurs qui sont isolants topologiques. C'est ça qu'on commence à trouver des exemples, des matériaux qu'on connaissait déjà depuis longtemps, qui ont des propriétés dans la surface ou dans les bords. Par exemple, les semi-conducteurs, la plupart des semi-conducteurs, ils ont les électrons piégés. Et en fait, ils sont semi-conducteurs parce que l'énergie qu'on a besoin pour faire un mouvement des électrons, c'est pas très grand, et du coup on peut les allumer comme conducteurs, et c'est pour ça qu'on les appelle semi-conducteurs, vous savez. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a des semi-conducteurs, ils ont aussi des chemins, ou des autoroutes, des conducteurs dans la surface. Et on peut les appeler semi-conducteurs topologiques. Il n'y a pas de lien intrinsèque entre les deux. Il n'y a pas de lien intrinsèque entre les deux propriétés, entre un isolant topologique et un semi-conducteur. Au final, ça reste deux propriétés vraiment distinctes. Est-ce qu'il y a des passages entre les deux? Oui, il y a des passages entre les deux. Et, en fait, un semi-conducteur peut devenir un isolant topologique avec un champ magnétique, avec des effets externes, par exemple. Ou, par exemple, avec la pression, on peut changer les propriétés. Du coup, il y a certains semi-conducteurs qui deviennent isolants topologiques, certains qui ne pas. Et on essaie de faire un catalogue, mais il y a beaucoup de matériaux. Merci. Il y a une question. J'ai pas bien compris la différence entre le diamant qui est aussi hyper bien ordonné et le graphène. J'ai l'impression que c'était pareil. Donc pourquoi dans un cas le diamant ça passe pas du tout et le graphène ça passe? Très bien. En fait, les diamants, les atomes de diamants, les diamants c'est un matériau 3D. C'est pas une seule couche. Mais en fait c'est carbone aussi. Mais les liaisons entre les atomes de carbone, en fait c'est la même entre les atomes de carbone dans les graphènes et les atomes de carbone dans les diamants. Mais en fait, les atomes dans les diamants, ils sont ordonnés d'une façon un peu différente dans les tétraèdres. C'est un peu difficile de signer, donc on a choisi un réseau carré. Mais dans la vérité, les diamants, c'est des tétraèdres connectés. Et oui, du coup, et pourquoi, ok, d'accord. Pourquoi je reviens à la question. Pourquoi
un est conducteur et l'autre n'est pas conducteur. Parce que vraiment, les types de réseaux atomiques, c'est-à-dire comme les atomes ils sont organisés, ça détermine la conduction des électrons. Du coup, les mêmes atomes de carbone, organisés d'une façon différente, peuvent piéger les électrons. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Mais sur le graphène, ils sont vraiment... En fait, on raisonne un peu plus technique, on va dire, c'est que le graphène, vous avez vu c'est un réseau de nids d'abeilles. Chaque carbone, il a 3 voisins. Mais dans les diamants, chaque carbone, il a 4 voisins. Du coup, tous les électrons, ils sont partagés par 2 atomes de carbone. Mais dans le graphène, il y a 3 électrons qui sont partagés par les voisins, mais il y a un qui reste. Et c'est pour ça, c'est cet électron qui peut voler. Si on réfléchit d'un point de vue des applications technologiques, l'intérêt c'est de faire devenir un matériau conducteur isolant topologique, mais l'inverse il est vrai aussi ou pas? Est-ce qu'on peut faire devenir un isolant conducteur? Et du coup, est-ce que l'idée dans des applications, technologiques, ce serait de pouvoir faire alterner justement ces propriétés et arriver à générer parfois une propriété conductrice du matériau et parfois une propriété isolante? Oui, c'est tout à fait ça. C'est essayer de contrôler. En fait, les applications, les plus tu peux contrôler les matériaux, les plus tu peux les appliquer partout. En fait. Et le but, c'est de trouver des façons de contrôler les phénomènes qui se passent dans les matériaux. Par exemple, qui devient conducteur ou pas. L'industrie des semi-conducteurs, c'est exactement ça. C'est trouver un isolant qui parfois est conducteur. Et les contrôles, la raison qu'on les appelle les semi-conducteurs, c'est qu'on peut contrôler quand ils sont isolants et quand ils sont conducteurs. Mais après, il y a des autres applications. En fait, j'ai parlé de la lumière. Et on comprend pas vraiment comment faire des cellules solaires les plus efficaces possibles. Et quand on comprend les comportements comme ça, basiques, on va dire, fondamentaux des matériaux, c'est des pas pour comprendre aussi comment faire des cellules solaires plus efficaces, par exemple. Et ces matériaux topologiques qui sont aussi étudiés par rapport aux propriétés des conductances quand tu as la lumière. Est-ce que vous avez toujours la même question? Non, c'est bon, Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Moi j'ai une question un peu moins technique, mais vous parliez au départ de votre quotidien de chercheur et des expériences que vous allez ou pas mener. Et je me demandais en fait ce qui conditionnait vos réflexions. C'est-à-dire qu'est-ce qui va faire qu'à un moment vous allez creuser un chemin ou plutôt un autre et savoir un peu justement est-ce que c'est les innovations technologiques, je sais pas, il y a un truc qui sort. Je voulais savoir comment ça se passait de manière très concrète. C'est la question. Si on est toujours dans le thème. Hein. Oui, on est là. Oui, c'est ça, la sociologie des chercheurs. Et en fait, il n'y a pas une bonne réponse. Ça arrive de plusieurs façons. Mais c'est un peu comme la revue. Pourquoi vous faites ça que vous faites? En fait, on essaie de discuter avec des gens les plus proches et les plus différents possibles pour avoir des points de vue différents et ça te donne des idées toujours quand on discute à une conférence ou par exemple on prend un café par hasard avec un collègue et j'avoue j'ai fait cette expérience et je comprends cet exemple de Klaus c'est un peu c'est une histoire mais vraiment ça arrive comme ça. Tu as des collègues qui ont des questions et c'est toujours ça part d'une question.
j'ai ça et je comprends pas. Du coup, il faut être toujours capable de s'amuser avec quand on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est un peu la frustration 99% du temps. mais après, quand on trouve la réponse, c'est incroyable. Et on fait ça pour les 1% du temps. Je ne sais pas si Merci. Bravo pour votre façon de présenter les choses, qui est vraiment très compréhensible. Moi, j'ai deux questions. Déjà, je ne savais même pas que le graphène existait. Donc, vous avez dit que c'était il y a 20 ans qu'on a trouvé. Donc, comment on a trouvé ce matériau? Et puis, une autre question sur que pensez-vous de la lithothérapie? Parce que vous avez terminé avec une pierre, enfin, voilà, qui était conductrice, enfin, donc des gens qui prétendent guérir avec des pierres. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas du tout scientifique. Hein. Et la première question, comment on a trouvé le graphène? En fait, c'est une histoire drôle. Et il avait toujours, dans les années 80, il avait toujours des gens qui ont trouvé des couches très fines sur les métaux, et par exemple le cuivre et des carbones. Mais en fait, c'était un peu. Ils ont trouvé ça sale, en fait. Ils ont essayé de l'enlever. Mais après, il y a deux chercheurs en Angleterre qui ont fait. Ils ont essayé de faire la couche plus fine des graphites. Le graphite, c'est aussi des carbone, c'est un peu comme on écrit. Et en fait, les graphites, ils sont des couches de graphène. Ils ont essayé de faire cette couche très très fine, mais avec un scotch. Scotch tape. En fait, je ne sais pas comment on dit en français, scotch. Scotch. Merci. Du coup, ils ont vraiment essayé de faire une couche très très fine. Et après, ils n'ont trouvé pas vraiment le graphène. Et après, ils sont regardés l'autre côté. Ils sont rendus compte qu'il y a une seule couche de carbone dans l'autre côté, dans le scotch. Donc, on peut placer ça sur un microscope et le voir. Du coup, c'est un peu. C'est une technique pas très. Voilà, c'est efficace, mais pas haute technologie. Mais en fait, bon, il y a beaucoup de laboratoires qui font ça parce que ça marche. Et pour la deuxième question, je ne suis pas docteur en médecin, je suis pas un médecin. Mais c'est un peu difficile de croire qu'il y a des propriétés comme ça. En fait, on connaît des exemples où tu prends des choses et ça crée un peu un effet un peu cascade, je ne sais pas comment dire, mais qu'il y a certains minéraux qui ça, je ne sais pas, je suis pas docteur. J'hésite. En fait, les scientifiques, on est des sceptiques. Il ne faut pas croire tout, et il faut démontrer. Et s'il y a quelqu'un qui démontre qu'ils sont un fait, je suis très non. Je garde toujours mon business au cas où. Mais oui, en fait, il ne faut pas dire non. Il faut dire. Il faut faire les méthodes scientifiques, et si les méthodes scientifiques montrent que ça marche, il faut l'accepter. Est-ce qu'il y a une autre question? Ou des autres questions d'ailleurs? Non, si, pardon. Bonsoir. Dans les semi-conducteurs, précisément dans les processeurs, les courants de fuite, c'est l'effet Hall ou pas?
Non, parce qu'il n'a pas de champ magnétique. Je ne suis pas tout à fait expert de la technologie vraiment des semi-conducteurs. Je ne fais pas des applications. Je pense, je pense à des trucs plus ésotériques. Bon, pas ésotériques. J'ai toujours l'excuse de je ne sais pas penser. Mais et il y a plusieurs raisons qu'on peut avoir des courants de fuite. Mais une raison peut être des autoroutes des électrons, mais dans les semi-conducteurs particulièrement, et si on n'a pas de champs magnétiques entre autres, là, ce qui se passe, je pense pas. Mais d'autres pour discuter. Si vous avez un exemple particulier. J'ai les bisous si vous voulez. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour de bon cette fois. Merci beaucoup pour votre participation. Encore merci Adolfo pour On peut applaudir aussi à l'équipe qui a fait la réalisation. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée. Vous pouvez toujours tirer Adolfo par la manche si vous avez envie de poser d'autres questions sur son métier, les applications, la façon dont il apprend la recherche. Belle fin de soirée.